Bonsoir, merci à vous d'être là pour l'inauguration de ce Impact 100% digital avec la table ronde Low-Tech pour un futur durable et désirable. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les intervenants de ce soir, peut-être Jonathan, tu peux rapidement nous recontextualiser Impact et nous parler de cette formule 100% digitale. Oui, tout à fait. Donc Impact, c'est un projet qu'on mène depuis 4 ans maintenant, qui était tourné autour de la relation entre les arts de la scène et les technologies. Et puis, c'est vrai que cette année, l'année est un peu compliquée. On a dû annuler le festival physique, mais on s'est dit que baisser les bras serait peut-être un mauvais signal et on a voulu absolument maintenir une programmation en la transformant toutefois et surtout en l'organisant exclusivement en ligne. Donc, toutes les expériences de ce nouveau festival qu'on a appelé Impact 100% Digital seront à vivre en ligne sur notre site avec des streamings, des spectacles filmés, mais aussi des expériences interactives. Donc c'est un tout nouveau festival et c'est une vraie expérimentation et finalement on est assez content de ce à quoi on est arrivé. Et peut-être rapidement aussi parler de pourquoi parler des low-tech dans ce cadre-là, parce qu'on est quand même dans un festival dédié aux nouvelles technologies, au décloisonnement art-sciences. En quoi pour nous, inaugurer en plus le festival par la question des low-tech est important? Oui, c'était extrêmement important parce que je pense que finalement cette réflexion sur les low-tech me semble essentielle aujourd'hui et surtout qu'elle ne doit pas s'imposer comme une opposition au high-tech. C'est vrai que ce festival, c'était un festival qui a réfléchi la relation avec les nouvelles technologies, mais je pense que la question des low-tech continue à faire percoler ces idées d'inventivité, de créativité, d'expérimentation qu'on retrouve du côté des high-tech et du côté des low-tech. Donc ça nous semblait en tout cas intéressant aujourd'hui d'ouvrir cette porte-là pour peut-être planter des graines. Et puis surtout aussi parce que la question des low-tech convoque une figure qui était un peu au fondement de la réflexion sur le festival. Ces figures qui sont à la fois hybrides entre l'ingénieur, l'artiste, le scientifique, en tout cas le bricoleur, comme l'appelait Lévi-Strauss, et qui permettent de réfléchir aussi à cette articulation art-science-technologie. Et je trouve que dans les discussions qu'on a eues ces dernières semaines sur ces questions-là, et j'espère que les discussions qu'on va avoir ce soir, je pense que cette figure va réémerger, donc ça nous paraissait un peu important. Tout à fait. Alors peut-être vous recontextualisez qu'est-ce que c'est que le low-tech, parce que pour certaines personnes ça peut paraître un langage un peu d'initié et on ne sait même pas très bien à qui ça s'adresse. Donc simplement le low-tech c'est une manière de réfléchir autrement les choses, d'utiliser les outils, donc de continuer à réfléchir, à innover, à créer avec soit des méthodes plus ancestrales, soit des méthodes nouvelles, avec le mot le dit, le low-tech, donc de réfléchir autrement, dans une autre temporalité, parce que les hautes technologies sont effectivement innovantes, mais elles ne s'inscrivent peut-être plus totalement dans le monde dans lequel on vit. Et ce que moi je trouve extrêmement positif avec le low-tech, c'est que c'est une manière de changer de paradigme, de réfléchir autrement, et surtout d'agir. Et il y a quelque chose dans tout ce mouvement que je trouve à la fois très rassurant et stimulant. Donc ça crée une énergie un peu contradictoire mais très positive, parce que tout d'un coup on peut s'emparer du monde dans lequel on est et il y a toute une communauté, on va y venir, qui se développe. Donc on va questionner aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité ou une utopie, parce qu'il y a quand même des notions d'accessibilité, de durabilité, désirabilité pour tout le monde, et que le pour tout le monde est un vrai pour tout le monde, pas uniquement encore une fois des initiés. Donc du coup la grande question aujourd'hui c'est comment faire, qu'est-ce qui va se passer avec ces méthodes-là, est-ce que c'est uniquement pour un ingénieur dans son coin, donc encore une fois réalité et utopie, et qu'est-ce qui peut nous permettre de partager avec un plus grand nombre toutes ces questions et enjeux qui sont effectivement essentiels. Théâtralement aussi pour nous c'est très très important, parce que dans les arts nous sommes vraiment pas du tout à la pointe ni de tous les mouvements technologiques forts, ni de l'éco-conception. Donc c'est aussi une réflexion de fond que nous voulons mener, que nous commençons à mener et qui nous semble essentielle aujourd'hui. Donc pour ça, nous avons 3 intervenants différents. Donc peut-être tu peux présenter Kevin. Oui, on est très heureux de recevoir Kevin Lesley, qui est ingénieur de formation, qui est aussi coordinateur du Low-Tech Lab à Grenoble, mais qui surtout a été le directeur technique d'un projet qu'on devait recevoir normalement dans l'édition physique du festival, qu'on a malheureusement dû annuler, qui s'appelle Oniri 2070. C'est un projet qui a été développé par la compagnie Organic Orchestra, dont le directeur artistique est bien connu des spectateurs du festival, puisque c'est Ezra qui était venu en 2017 nous présenter son gant interactif.
Et c'est un spectacle qui a pour particularité d'avoir développé la notion de low-tech au sein d'un écosystème d'art de la scène. Donc Kevin nous parlera certainement de comment ils ont pensé le spectacle, comment ils ont pensé l'intégration des low-tech dans le spectacle et comment on réfléchit à un spectacle qui est autonome en énergie, puisque c'est le cas ici, et qui consomme, je pense, plus ou moins 1 kWh d'énergie. Donc c'est un vrai challenge et c'est surtout une vraie ouverture vers l'avenir aussi, puisque le spectacle en lui-même réfléchit dans son contenu à la question de l'utopie. Qu'est-ce que sera notre monde en 2070 dans cette transition? Donc merci Kevin d'être là avec nous ce soir. Alors nous avons également avec nous Jean-Philippe Pozzo, donc, qui est architecte, praticien et enseignant à Liège d'architecture. Alors il mêle dans ses pratiques, aussi bien en tant qu'architecte qu'en tant qu'enseignant, des notions d'éco-conception, de recyclage, de réfléchir autrement les matériaux, d'avoir un autre rapport aux éléments et aux choses. Et c'est évidemment une réflexion essentielle, car l'urbanisation et l'architecture est évidemment un cadre très très important pour toutes les questions d'éco-conception. Donc un grand merci Jean-Philippe d'être avec nous ce soir. On est vraiment très heureux aussi que dans ce panel, les profils soient très très différents et qu'on n'ait pas uniquement des penseurs mais aussi des praticiens et que nous puissions échanger tous ensemble. Et nos derniers intervenants sont à plusieurs sur un bateau. On est particulièrement très heureux de les recevoir, les deux autres aussi bien sûr, mais parce que c'est assez exceptionnel. Donc ils sont sur un bateau au Mexique. Peut-être rapidement présenter Nomades des mers. Donc ils sont 4, Jonathan. Donc il y a Gwenolé, Sidonie, Corentin et Caroline qui pour le moment nous ont préparé en fait un petit film inédit que vous allez voir tout de suite et après on se retrouvera pour les échanges. Mais peut-être quand même en 2 mots présenter Nomades des mers. Oui, donc c'est un projet que Corentin de Châtel-Perron, qui est là ce soir, donc qui a développé il y a quelques années. L'idée, c'était de parcourir le monde sur un bateau à la recherche des meilleurs low-tech. Et donc, effectivement, il y a tout un équipage sur ce bateau qui bouge un peu. Et ce soir, en effet, c'est 4 membres d'équipage, Corentin, Caroline, Guénolé et Sidonie, peuvent nous rejoindre. J'espère que la connexion sera bonne parce qu'ils sont à l'autre bout du monde. Mais on est vraiment très, très heureux. Et puis, surtout, on est très, très curieux de savoir un petit peu ce qu'ils vivent sur le bateau et qui nous partagent leurs expériences. Ouais, vous allez voir, il y a une énergie très très communicative dans leur démarche et leur investissement dans le projet. Donc du coup, vous allez donc découvrir le film qui a été réalisé spécialement pour la rencontre de ce soir sur leur réalité de maintenant. Et ensuite, nous nous retrouvons pour les échanges. Vous pouvez bien évidemment nous suivre en direct avec le chat et nous répondrons à vos questions pendant l'entretien. Voilà, merci à tout le monde et à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Corentin et je suis président du Low-Tech Lab. C'est une association française qui est née en 2013 suite à 2 constats. Le premier constat, c'est que partout autour du monde, il y a des inventeurs qui inventent des systèmes super ingénieux pour répondre à leurs besoins de base. C'est des systèmes qui se basent sur des ressources et des compétences locales pour répondre à des besoins comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, les matériaux de construction, l'hygiène ou encore la santé. Et donc c'est des gens qui inventent des éoliennes, des fours solaires, des systèmes de recyclage, des systèmes de production de nourriture, etc. avec des moyens qui sont très locaux et en se basant sur l'entrepreneuriat local. Le problème, c'est que la plupart de ces innovations, aussi ingénieuses soient-elles, ne sont pas répliquées par tous les gens qui pourraient en avoir besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de vecteur de communication pour diffuser ces innovations qu'on appelle des low-tech. C'est-à-dire des technologies ou des savoir-faire qui sont à la fois utiles, accessibles et durables. Et le deuxième constat, c'était en 2013 à la naissance de l'association, et à ce moment-là, c'était vraiment un boom mondial des gens qui pouvaient se connecter à Internet. Moi, j'habitais au Bangladesh et on voyait même des gens complètement perdus dans la campagne qui avaient Facebook et qui pouvaient avoir une connexion Internet. Depuis 2018, il y a plus de 1 humain sur 2 qui peut se connecter à Internet. Et ça ne cesse de grandir. Et donc on s'est dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas ce nouveau vecteur de communication pour diffuser toutes les bonnes idées de low-tech? Pour que quand quelqu'un a une bonne idée quelque part dans le monde, elle puisse être diffusée et ensuite répliquée par les milliers, voire les millions de personnes qui pourraient en avoir besoin. C'est comme ça qu'est née l'idée de l'association.
Et en 2013, le premier travail qu'on a fait, donc on s'est installé à Concarneau en Bretagne dans l'ouest de la France, le premier travail qu'on a fait, c'est d'essayer de ratisser Internet, de scanner Internet, toute la planète, pour voir quelles idées existaient déjà, quelles idées on pouvait documenter, répertorier et diffuser. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'idées, mais qu'il y a aussi un besoin de vérifier chacune de ces idées. Par deux moyens, déjà d'aller voir sur le terrain dans quel contexte elles étaient implémentées, dans quel contexte elles étaient développées, et ensuite, pour bien les documenter, il fallait qu'on les teste par nous-mêmes. Et donc il y a une équipe en France qui a commencé à faire un tour de France des low-tech pour voir quelles low-tech étaient utilisables en France, et ça a abouti à la création d'une maison low-tech pour montrer qu'on peut vivre de manière saine et durable dans un contexte français. Et avec mon équipage, on est parti, alors on a acheté ce bateau qui s'appelle Nomade des mers, qui est un grand catamaran. On l'a acheté en 2015 et on l'a rénové complètement pour le transformer en laboratoire flottant. Et on est parti pour un voyage qui dure déjà depuis près de 5 ans, sur tous les continents, à la rencontre des meilleurs inventeurs low-tech. Et à chaque escale, donc on s'est arrêté au Sénégal, au Maroc, au Cap-Vert, au Brésil, en Afrique du Sud, à Madagascar, aux Seychelles, au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, à Bornéo, aux Philippines, à Taïwan, aux États-Unis. Et maintenant, on est au Mexique. À chaque escale, on rencontre des inventeurs. Ils nous présentent sa solution dans son contexte. On les teste à bord du bateau, donc qui est devenu un vrai laboratoire flottant. On documente chacune de ces solutions. On en fait des tutoriels écrits pour une plateforme internet qui est collaborative, qui s'appelle lowtechlab.org. On en fait des tutoriels vidéo qui se diffusent via les réseaux sociaux partout dans le monde et via YouTube, et des documentaires pour la télévision, pour la chaîne de télévision Arte. Depuis 5 ans, on a découvert une cinquantaine de technologies qui nous semblent vraiment à haut potentiel pour répondre aux besoins de base de manière très locale et accessible à tous. Et notre rêve, c'est que toutes ces solutions elles soient répliquées par des milliers d'entrepreneurs ou d'ONG ou de particuliers autour du monde, pour que bout à bout, toutes ces solutions très locales parviennent à s'adresser à tous les enjeux globaux de la planète qu'on a aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu ça. Je vais vous présenter l'équipage. Ça, c'est Guénolé. Qu'est-ce que tu fais à bord, Guénolé? Moi, mon boulot sur le bateau, c'est de trouver les personnes, les projets low-tech qu'on va voir à chaque escale. Je les contacte et puis après, j'essaie de les cartographier, de les mettre en réseau pour créer une grande communauté low-tech. Super. Là, il y a Sidonie. Salut! Alors moi mon boulot c'est de filmer, de documenter les low-tech afin de réaliser des tutos et pour pouvoir les diffuser auprès de tous. Et dehors, dans le cockpit, c'est Caroline et sa spiruline. Alors la spiruline, c'est quoi? C'est une microalgue ultra nutritive qu'on a découvert au Madagascar. Et moi mon rôle, c'est d'en prendre soin pour mieux la comprendre en fait, et pour mieux la documenter. Et on va faire ça avec toutes les low-tech à bord, parce que c'est un laboratoire flottant. Venez, on va vous montrer. On mange quoi? On mange des idlis. Yes. Les idlis, c'est notre ami Johnny qui vit en Inde qui nous a montré. C'est un plat qui est fait de riz et de lentilles qui vont fermenter. Et en fait qui permettent, la fermentation permet la meilleure assimilation, tout ça. Nous c'est un peu le plat de base sur le bateau, on l'utilise à peu près tous les jours quoi, du coup. On peut faire des steaks pour des burgers, on peut faire tu fais des sushis Caro des fois. Ouais, pour remplacer le riz. Voilà, quoi. Et donc là en fait on a fait tremper ça pendant 2 heures. Là je le mets dans le moulin. Bah voilà, ça c'est broyé, on va le laisser fermenter pendant une 12aine d'heures, une bonne nuit. Et après on le mettra au four solaire pour que ça cuise. Sublime! Tout simplement les amis. Alors je vous présente notre four solaire. Hop, c'est super pratique. On l'installe sur le haut du bateau et on peut cuisiner avec tous les jours. Hop, on peut faire des gâteaux, bouillir de l'eau et ici c'est des petits légumes. Ça monte jusqu'à 120 degrés. Et ce qui est super, c'est que ça utilise une énergie qui est abondante, qui est gratuite, et ça demande juste de s'organiser un peu différemment. Alors ça c'est notre système de culture de plantes. C'est de l'hydroponie, c'est-à-dire que les plantes elles grandissent dans des billes d'argile comme ça, il n'y a pas de terre.
Et c'est un système qui consomme 10 fois moins d'eau que de la culture en terre et qui permet de faire pousser des plantes même en milieu urbain ou sur un bateau. Et alors le système original, c'est que là où c'est original, c'est qu'il y a de l'eau qui circule à travers les billes d'argile pour nourrir les racines des plantes. Et dans cette eau, on mélange les eaux grises du bateau. Et ces eaux grises, elles retombent dans un bac dans lequel il y a d'autres billes d'argile qui hébergent des bactéries. Et ces bactéries transforment les eaux grises en nutriments pour les plantes. Donc l'eau, elle circule en circuit fermé dans les plantes, sur les racines, pour transformer les eaux grises en nutriments pour les plantes, et les plantes les mangent au fur et à mesure. C'est génial. Alors ça, c'est notre élevage de grillons comestibles. Ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui en mangent dans le monde. Notamment au Cambodge, moi quand je vivais là-bas, on prenait ça pour l'apéro. C'est super bon. Et c'est facile à élever, ça demande très peu de nourriture. On leur donne des restes de maïs, un peu de plantes qu'il y a dans l'hydroponie. Et puis en plus ça chante. Et ça nous permet d'avoir notre apport en protéines. Vous voulez les voir ? Ils sont tout mignons. Salut, moi c'est Sidonie et je suis la nouvelle recrue à bord du Nomade des Mers. Et quand on m'a proposé de rejoindre le projet, j'étais ravie parce que je me suis longtemps posé la question du sens que j'avais envie de donner à mon métier, à la communication. Et là, de pouvoir être réellement actrice de la transition, ça me fait super plaisir. Alors, sur mes premières impressions sur le bateau, c'est que c'est un mode de vie qui nous remet vraiment à une échelle beaucoup plus humaine et beaucoup plus proche en fait à la fois des plantes qu'on cultive, des insectes qui sont sur le bateau, de tout l'écosystème vivant. Et en même temps, on passe d'un statut de consommateur pur à vraiment un statut de producteur, du coup, de savoir d'où viennent les choses, comment on peut les réparer et comment on se responsabilise, quoi. Et sinon, l'une des premières escales qui m'a vraiment interpellée, c'était à Huatulco. On a rencontré Polly et Rodrigo qui ont monté leur petite entreprise de fruits déshydratés. Et en fait, c'est une technique qui est super simple, je pense qui est réplicable partout puisqu'elle utilise l'énergie du soleil. Et ça fait des fruits mais qui sont trop bons, quoi. Et on peut les garder super longtemps. Et si je rentrais à Paris là maintenant, je pense que c'est ça que je mettrais sur mon balcon. Bon, Carole, dis quoi la spiruline? Alors 26,8, elle est en bonne santé. Excellent. Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Oui, alors la spiruline c'est une micro-algue qui contient pas mal de protéines. Il y a des vitamines, du magnésium et tout ça. Ouais. Et on l'a découverte à Madagascar avec Madame Vola qui a trouvé un lac de spiruline près de chez elle, donc un lac naturel. Donc ça pousse naturellement? Ouais, c'est ça, dans des lacs super salés. Et elle nous sert à quoi, nous, sur le bateau? En fait, vu qu'on a besoin de protéines et qu'on n'a pas la place pour élever des bœufs, on cultive de l'algue, de la micro-algue. Donc là, j'enlève un maximum l'eau de culture pour récupérer que la spiruline. Et on va voir combien on va récolter aujourd'hui. Ça a l'air d'être bien onctueux. Ça a quel goût? C'est un peu salé, ça a le goût de poisson. Alors aujourd'hui, on va vous concocter un super smoothie à la banane et avec Enonek, la petite spiruline là qu'on a à côté juste ce matin. Et tout ça, on va le faire avec une machine à pédales qui nous sert entre autres à bricoler, à faire de la couture, mais qui est aussi un super mixeur. Cool. Ça sent comme ça va être bon, Caro. Waouh. Vitesse maximale. Alors pour l'énergie à bord du bateau, la première chose c'est de limiter au minimum ses consommations. Donc nous par exemple on n'a pas de frigo. À la place, on a un module de conservation des fruits et légumes qui prolonge leur durée de vie. On n'a pas de four, on a un four solaire où on cuisine au bois. Et par exemple, tous nos outils qui consommeraient beaucoup d'énergie, on a un pédalier. Donc c'est que de l'énergie mécanique. Mais on a quand même besoin pour faire marcher certains instruments d'avoir de l'électricité. Donc pour ça, on a à la fois des petits panneaux solaires, mais finalement du coup très peu, et deux éoliennes qui permettent de produire l'énergie dont on a besoin à bord.
Cette éolienne-là, elle est un peu particulière, elle est faite avec des matériaux de récupération. Et donc le moteur, c'est un moteur d'imprimante. L'imprimante fonctionnait plus en elle-même, mais il y a plein de pièces qui continuaient, dont ce moteur. Et donc on peut s'en servir par exemple pour charger un portable facilement. Donc voilà, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est un peu la partie glamour du bateau, ça, non? Moi, je suis fasciné par ces larves. C'est des larves de mouches soldats noirs. On a découvert ça en Malaisie, près de Kuala Lumpur. Et alors, c'est des larves qui ont une particularité, c'est qu'elles adorent tous les déchets organiques et elles les digèrent super vite. Du coup, on les met dans notre compost, enfin là où on jette tous nos déchets organiques, même les toilettes sèches. Elles les mangent à une vitesse folle et ensuite, quand elles ont fini de grandir, elles escaladent la rampe, elles tombent dans la sciure et là on les récupère, on les déshydrate et on les donne à manger aux grillons. Et alors, ce qu'elles ont digéré, ça devient un compost qui est excellent pour faire pousser les plantes. Et du coup, c'est vraiment une des clés de l'écosystème du bateau parce que nos déchets organiques sont digérés par les larves. Les larves, elles, sont mangées par les grillons. Le compost qu'elles créent donne de la nourriture pour les plantes. On mange les plantes, etc. Et ça crée tout un cycle. J'adore ces larves. Moi, un des aspects des low-tech en fait, qui m'a vraiment beaucoup plu en tant que jeune ingénieur qui sortait de l'école, c'est vraiment cette reconnexion au faire, aux pratiques, en fait, à pouvoir comprendre avec les mains. Parce que en fait, j'étais vraiment frustré en sortant d'école. On avait vu de la théorie finalement de plein de choses. Et pourtant, j'avais l'impression de rien comprendre, de ne pas pouvoir... En fait, pour moi, un peu le problème des high-tech, c'est vraiment qu'on a été coupé de la technologie complètement. On est face à des boîtes noires qu'en fait, on ne peut plus vraiment comprendre ni réparer. Et finalement, avec les low-tech, c'est tout l'inverse. C'est qu'il faut apprendre par soi-même. Donc on apprend à la fois un peu d'électricité, un peu de biologie, un peu de... qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? De cycle de l'eau, enfin purification de l'eau et tout ça. Et finalement, j'ai l'impression de retrouver beaucoup d'autonomie, de résilience. Et puis Enfin en fait, moi, ça a beaucoup de joie de vivre en fait, juste en comprenant tous ces phénomènes et comment ils fonctionnent et comment moi je peux me les approprier. Et alors moi je trouve qu'un des points importants des low-tech, c'est ça, c'est montrer qu'au quotidien, déjà c'est une grosse source de satisfaction. Et puis de montrer que finalement c'est pas comme des fois on veut nous le présenter dès qu'il y a des débats sur la technologie. C'est pas un retour en arrière, c'est pas un retour à la bougie, c'est pas une décroissance. C'est en fait aller vers une optimisation, enfin une innovation dans une sobriété optimisée, on va dire. C'est quelque chose pour moi qui est hyper réjouissant parce qu'on se reconnecte, en faisant ça, on se reconnecte aussi au vivant. On est obligé de comprendre tous les mécanismes du monde vivant qui nous entoure et puis ça permet de se reconnecter aux autres aussi. Parce que c'est des compétences qu'on ne peut pas tous maîtriser. Mais du coup, ça veut dire que moi, tel que je l'imagine dans le futur, il y aurait des gens un peu spécialistes ou qui montraient des entreprises, par exemple de recollection des déchets organiques dans les villes, d'autres qui seraient plus sur l'alimentation, mais tout à échelle locale en fait. Et donc du coup, d'une pour l'économie, voilà, ça oblige à avoir toutes ces compétences et savoir-faire de manière locale. Et puis en fait, ça permet aussi de reconnecter, de recréer du tissu social avec les gens qui finalement nous entourent. Moi, un super exemple de low-tech que j'ai pu voir en Malaisie, là, Corentin l'a présenté, mais c'est les mouches soldats noirs. En fait, l'entreprise qu'on a été voir, elle collectait tous les déchets organiques des restaurants, des commerces et puis d'une grande brasserie qui était implantée dans le coin. Et grâce aux larves de ces mouches soldats noirs, elle le transformait, tous ces déchets, en source de nourriture pour tous les animaux qu'il y avait autour. Parce que en fait, ces larves, elles sont très très riches en protéines et en vitamines qu'ont besoin en fait, les animaux pour leur croissance. Et tout le reste, ça servait à faire du compost qui était après réutilisé par les agriculteurs du coin. Pour moi, c'était un super exemple. Ils étaient arrivés à faire 300 tonnes de déchets organiques par jour, juste avec ces larves. Donc, pour moi, c'est vraiment le genre de modèle qu'il faudrait avoir un peu partout, disséminé un peu partout à l'échelle locale. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire finalement avec le Low-Tech Lab, c'est au bout d'un moment,
connecter aussi en fait tous ces entrepreneurs qui innovent un peu partout dans le monde et qui a un échange de bonnes pratiques. Donc c'est pour ça que moi j'essaye aussi de faire une grande carte qui répertorie déjà tous ces acteurs qu'on va voir et puis toutes les recherches finalement qu'on a pu faire et de les mettre en contact, en fait, de mettre les sollicitations qu'on a avec des gens qui savent, parce que nous voilà, on se considère plus comme des passeurs de savoir que des experts finalement dans tous les domaines. Pour que finalement chacun petit à petit puisse s'approprier ça et vivre de manière plus saine, durable et voilà quoi, ce sera déjà pas mal pour le futur. Alors, je vous présente la première planche de surf qui a été réparée avec du matériau de champignon. Si vous voulez, pour la petite histoire, on a récupéré cette planche qui était bien abîmée à ce niveau-ci, à Puerto Escondido. Et en fait, le polystyrène était apparent et la résine était éclatée. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toute la partie abîmée et on l'a remplacée par des plaques de matériaux champignons qu'on a fait pousser au préalable sur le bateau. Comment t'as fait? Alors, super facile. Donc, on a récupéré du mycélium. Donc, le mycélium, c'est la partie blanche qu'on voit ici. Qui est la partie racinaire des champignons que l'on mange. Donc pour la petite histoire, on pourrait comparer les champignons que l'on mange à le fruit en fait du mycélium. Et alors comment ça se fabrique ça? Alors simplement on va récupérer de la sciure de bois, donc c'est de la fibre cellulosique, et du mycélium. On mélange le tout, on le met dans un moule et on laisse pousser pendant 10 jours. C'est super léger hein? Ouais. Alors en fait ce qui est génial avec le mycélium, c'est qu'on peut avoir des propriétés mécaniques différentes selon les besoins des objets qu'on va utiliser. Et par exemple là il me fallait quelque chose d'assez léger pour la planche de surf et de assez rigide. Du coup on a utilisé du mycélium de Ganoderma, donc ça c'est le fruit du champignon, du mycélium pardon, et de la sciure de bois qui est assez légère. Alors on peut utiliser aussi d'autres mycéliums, d'autres substrats pour faire d'autres objets, par exemple pour faire de l'isolation acoustique ou thermique. Il y en a aussi qui font du packaging avec ça pour remplacer le polystyrène foncé. Et c'est biodégradable? C'est biodégradable, évidemment. Prochaine étape? Alors nous, on a juste testé sur la planche de surf. Donc moi, je ne savais pas trop comment la résine allait réagir, etc. Et puis avec l'eau, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait super bien. Donc plus tard, on souhaite pouvoir faire une planche de surf 100% en matériaux de champignons. Alors moi, mon escale favorite, ça a été à San Francisco. On a eu le plaisir d'aller au Counterculture Lab, qui est un biolab en fait. Donc c'est un espace qui a été aménagé dans un vieux bâtiment. Donc en fait ils ont récupéré pas mal de machines de laboratoire, etc. Vous savez, de la Silicon Valley, pour en faire un laboratoire ouvert aux citoyens et open source. Et c'était super intéressant parce qu'en fait il y a pas mal de gens qui sont arrivés là pour apprendre en fait les savoir-faire de la science, quoi, parce que c'est pas ouvert à tout le monde. Et en fait il y a eu pas mal de projets, de beaux projets qui ont émergé de là. Par exemple, il y a un groupe d'intolérants au lactose qui ont travaillé sur du fromage à partir de bactéries. C'est du fromage sans lactose. Donc ils ont fait une fermentation avec des bactéries et donc ça fait la fermentation lactique, quoi, tout simplement. Et sinon, on a rencontré aussi un groupe de travail sur l'insuline. Donc en fait, ils essayaient de recréer de l'insuline à la maison. Et ce qui est pas plus mal, vu le niveau de sécurité sociale aux States. Aux États-Unis, c'est trop cher pour pas mal de gens. C'est ça. Ils n'ont pas accès à l'insuline et donc là, ils ont fait un travail dessus et ils y sont presque finalement. Donc, et voilà, vu qu'ils ont une démarche open source et collaborative, eh bien, il y a pas mal de gens qui travaillent dessus et en fait, l'innovation, elle va beaucoup plus vite. Et pourquoi les gens vont au Counterculture Lab ? Comme je disais tout à l'heure, en gros, ils sont en recherche de savoir-faire, ils ont envie de se faire avec leurs mains, de pouvoir être autonomes finalement. Donc c'est une forme de liberté aussi, hein, de pouvoir faire ces choses soi-même. Et aussi, pendant cette escale, j'ai pu rencontrer Philippe Ross, qui est pour moi un des premiers designers au monde qui a commencé à travailler avec le matériau de champignons.
Et lui, à l'heure actuelle, il a lancé un premier produit sur le marché. Donc c'est du cuir à partir de mycélium du coup, et c'est un produit haut de gamme. Et il a réussi à avoir les mêmes propriétés mécaniques que le cuir animal. Donc c'est une grande première, c'est juste incroyable parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est possible de remplacer les matériaux qui ne sont pas du tout durables en fait, par la nature. Donc c'est un super point. Et moi, en tant qu'architecte d'intérieur de formation, je trouve que c'est hyper intéressant, enfin on doit aller vers là, mais c'est d'utiliser les matériaux durables pour l'intérieur, pour les bâtiments, etc. Et aussi, je pense que en fait, tous mes travaux, le fil rouge de mes travaux, c'est vraiment amener la nature chez soi. Et l'idée ici, c'est en plus des matériaux durables et des low-tech, on peut essayer de créer un mode de vie, un écosystème en fait. Et alors, là, tu vis dans un écosystème vivant sur le bateau. Et c'est quoi, tu as un exemple d'interaction avec les organismes vivants? Oui, alors pour la spiruline par exemple, donc, vous savez qu'on a besoin de protéines et la spiruline on en fournit pas mal. Elle a besoin de nourriture, elle a besoin d'azote et l'azote on la retrouve dans l'urine humaine. Alors voilà, je dément un peu les fausses idées, les fausses croyances, mais en gros l'urine c'est quand même bon, il y a pas mal de nutriments à l'intérieur pour les autres organismes. Surtout que c'est disons un surplus de nourriture que le corps filtre en fait grâce aux reins. Et donc ça reste un super aliment pour la spiruline par exemple. Et donc du coup, vu qu'on a une relation qui se forme avec les low-tech, on est obligé par exemple avec la spiruline de bien s'hydrater, de bien manger pour avoir une urine de qualité. Comme ça, la spiruline peut nous fournir à son retour une bonne quantité de protéines et de qualité. En fait, le design il a été créé pour l'esthétique et le fonctionnel, l'architecture pour protéger l'humain de la nature, mais je pense que l'habitat de demain, ce sera plutôt essayer de concilier l'être humain et son écosystème au final, donc un peu réconcilier les deux. Et pour moi, l'écosystème, vivre dans un écosystème, c'est l'habitat de demain. La suite pour nous, à bord de Nomades des mers, c'est de continuer notre quête des innovations low-tech à travers le monde pour rejoindre la France pendant encore 1 an et demi. Et en parallèle, depuis toutes ces années, en France, il y a une équipe qui s'organise et qui grandit de plus en plus. Et même maintenant, c'est plus large que la France, c'est en Europe et même dans le monde. Il y a pas mal de jeunes qui nous rejoignent, nous disant qu'ils s'intéressent au low-tech. Et donc, on a créé 2 programmes différents. Il y en a un qui s'appelle les Low-Tech Explorers. C'est des jeunes qui partent explorer, comme on fait avec Nomades des mers, autour du monde pour aller essayer de trouver et documenter des initiatives low-tech à travers le monde. Et on a un programme qui s'appelle les communautés low-tech. C'est des gens qui, dans leur ville, vont essayer de se fédérer ensemble pour voir comment est-ce qu'à leur échelle, sur leur territoire, ils peuvent implanter des low-tech. Donc maintenant, il y a un low-tech lab à Paris, en Belgique, à Toulouse, à Montpellier, à Montréal, etc. Donc ce réseau de communautés low-tech s'agrandit de plus en plus. Et enfin, depuis quelques années, il y a des villes et des régions, la région Bretagne par exemple, ou la ville de Boulogne-Billancourt, qui ont aussi envie d'avoir la démarche low-tech dans leur développement stratégique, et avec qui on fait des partenariats. Et par exemple aussi l'ADEME, l'agence départementale de la maîtrise de l'énergie. Donc si vous aussi, suivant votre structure, vous avez envie de nous rejoindre, nous aider ou faire un partenariat, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@lowtechlab.org ou via le site internet lowtechlab.org. Merci pour ce film de l'équipe de Nomades des mers. Nous, ce qui nous a frappé, c'est vraiment l'énergie, le fait que comme si tout était possible et rendre l'utopie réelle. Et juste pour les gens qui nous suivent, n'hésitez vraiment pas à faire vos commentaires via le chat, même par rapport au film, on y reviendra par ailleurs. Réaction à chaud sur ce que vous avez vu, sur tout ce qui est développé, sur toutes les thématiques qui sont abordées au sein de ce bateau, et du coup la démarche plus générale. Jean-Philippe, par exemple.
Ouais. Moi, je trouve ça évidemment assez enthousiasmant et magnifique, cette démarche que je découvre un peu. Je l'ai un peu découvert sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, mais je n'avais jamais eu une présentation complète. Et ça fait complètement écho à ce que je trouve essentiel aujourd'hui, qui est de se réapproprier le sens des actions qu'on mène. Et c'est vrai que de voir des jeunes qui se disent, ben tiens, moi en fait j'ai envie de trouver du sens à ma formation, j'ai envie de trouver du sens à mon action, j'ai envie de construire mon futur métier en fonction de constats que je fais, qui sont peut-être parfois des constats d'impuissance, et de se dire non seulement je passe à l'action, donc ouais. Moi je trouve ça évidemment assez enthousiasmant et magnifique, cette démarche que je découvre un peu. Je l'ai un peu découvert sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, mais je n'avais jamais eu une présentation complète. Et ça fait complètement écho à ce que je trouve essentiel aujourd'hui, qui est de se réapproprier le sens des actions qu'on mène. Et c'est vrai que de voir des jeunes qui se disent, ben tiens, moi en fait j'ai envie de trouver du sens à ma formation, j'ai envie de trouver du sens à mon action, j'ai envie de construire mon futur métier en fonction de constats que je fais, qui sont peut-être parfois des constats d'impuissance, et de se dire non seulement je passe à l'action, donc j'expérimente, mais je vais aussi découvrir ce que d'autres expérimentent. Et donc il y a une dimension locale, globale, que je trouve assez magnifique, parce que c'est vraiment la manière dont aujourd'hui on peut réussir à s'insérer dans le monde sans se sentir complètement désarmé, d'être à la fois dans l'action, mais essayer aussi de penser ce qu'on fait, d'essayer de comprendre notre responsabilité. J'ai aussi bien aimé ce terme, parce que je trouve que parfois on a peur d'endosser des formes de responsabilité. Je pense que ici, voilà un collectif qui n'a pas peur de se dire essayons de voir de quoi est-ce qu'on est responsable. Et un des éléments qui pour moi est super intéressant et important dans l'expérience qu'ils vivent, c'est la question du quotidien en fait. Comme ils sont extraits d'un quotidien qui était le leur, et qu'ils sont mis dans une situation où ils sont obligés d'expérimenter une manière de vivre et de créer leur propre moyen de subsistance et d'explorer les conséquences de leur mode de vie dans une espèce d'autarcie. Je trouve qu'il y a là une expérimentation sur les effets de notre propre vie qui est vraiment fondamentale, et qui, je pense, est la base peut-être de cette réappropriation par la joie des conséquences de nos modes de vie. Voilà, c'est en tout cas moi comme ça que je réagis à ce que je viens de voir. Merci Jean-Philippe. C'est vrai que la notion de local global est très très importante. Et c'est vrai aussi que le fait de se réapproprier ce constat du monde, donc tous les constats, les collapsologues, le climat qui se complique, que tout d'un coup ce soit concret, réactif et commun, c'est très important pour nous tous, je pense. Surtout que ça ne touche pas qu'un seul domaine et qu'on est vraiment très largement sur plein de domaines de prédilection. Est-ce que, avant d'aborder peut-être des questions plus concrètes et des initiatives plus locales, Kevin, comment s'est constitué aussi le Low-Tech Lab, et comment est-ce qu'on, tout d'un coup, on s'inscrit artistiquement même dans ce genre de démarche? Je pense déjà par rapport à la vidéo, je veux bien reprendre sur la dernière notion qu'a évoqué Jean-Philippe. Je pense que la joie de vivre, c'est vraiment ce que je retiens le plus de la vidéo, au-delà des systèmes techniques que je connais aussi, mais en fait c'est ça qu'on essaye de montrer. Je pense qu'on prend du plaisir à expérimenter, à se tromper, à réussir, à partager, et c'est ça le fond de la démarche qui moi m'a embarqué là-dedans et qui fait qu'elle fonctionne à mon sens. Et après, au-delà, en allant un peu plus dans la manière dont on recense, dont on essaye ces systèmes techniques et cette philosophie, je pense que la notion qu'évoquait Caroline à la fin sur l'écosystème et retrouver du sens et notre place au sein de l'écosystème, qu'on peut souvent, que j'aime bien illustrer avec une low-tech très basique mais que j'adore, qui sont les toilettes sèches, qui sont aussi sur le bateau. C'est que beaucoup de gens pensent que les toilettes sèches sont importantes pour les économies d'eau. Alors oui, c'est vrai, mais à mon sens, c'est surtout intéressant parce que on ferme entièrement le cycle avec la nature. Plutôt que de traiter nos rejets comme des déchets, eh bien, on les réintègre dans la production de nourriture notamment, mais pas que. Et en ce sens, on retrouve notre place au sein de l'écosystème naturel d'alimentation. Et pour moi, c'est une réussite que de se
remettre dans cette position. Et ensuite, je parlerai peut-être plutôt à la fin du côté artistique qui nous a touché aussi avec la compagnie d'Organic Orchestra et de la philosophie low-tech, on va dire, appliquée aux créations techniques dans les arts numériques, ce qui peut paraître contradictoire au début. Je ne sais pas si vous voulez, je peux continuer sur les communautés locales qu'a évoqué Corentin à la fin aussi, et particulièrement Grenoble. Oui, tout à fait, parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on voit qu'effectivement tout ce mouvement grandit, qu'il n'y a pas un côté isolé non plus, et après on fera effectivement le lien avec éventuellement les disciplines artistiques ou architecturales. Très bien. Déjà, je remercie Corentin de ne pas avoir cité le Low-Tech Lab Grenoble à la fin de la vidéo. Parce que c'est une chouette aventure qu'on a lancée ici depuis bientôt 2 ans, et en fait qui se lance partout. Et c'est ça qui est chouette de se dire que on a tous les moyens, il suffit d'un peu d'envie, d'un peu de temps. On n'a pas besoin d'être ingénieur, on n'a pas besoin d'être designer ou quelconque formation. Justement, c'est le cœur des low-tech que d'être accessible au plus de monde possible. Et du coup, l'idée derrière ce programme communauté, c'est de faire la phase suivante. Donc, comme l'ont très bien expliqué l'équipe du bateau, il y a la phase de recensement de ces technologies, partant du postulat qu'une très grande majorité des technologies dont on a besoin existent. Donc, il faut les recenser, les documenter, les partager. Et ensuite, la phase d'après, c'est d'accompagner les gens, de leur fournir de l'aide matérielle, de l'aide technique, de l'aide organisationnelle pour mettre tout ce savoir en marche et développer territoire par territoire aussi des low-tech qui sont en bon accord et en bon usage avec les besoins du territoire. Parce que des low-tech qui sont documentés là actuellement au Mexique, à Grenoble, elles n'ont pas forcément leur place. Mais de la même manière, ce qu'on développe à Grenoble va peut-être pouvoir servir aux copains qui sont à Lyon ou à Marseille. Donc c'est cette mise en réseau et l'accompagnement qu'on fournit qui, pour moi, est l'étape suivante après la documentation. Comment est-ce qu'on arrive à fédérer les gens autour de projets très concrets? Ça semble parfois un peu plus compliqué à l'échelle globale qu'à l'échelle locale. Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Ouais, c'est sûr qu'il y a... Enfin, d'une part, on est initiateur de certaines des initiatives, on les accompagne, mais il y a aussi beaucoup d'autres projets associatifs ou autres qui existent et qui nous contactent ou qui se mettent en relation avec nous pour qu'on fasse des choses ensemble. Et donc c'est super de voir toute cette émulation, mais on a aussi l'envers de la médaille, c'est que c'est compliqué de coordonner autant de projets, de lancer des projets à plusieurs, et encore plus dans les conditions actuelles où c'est compliqué de se réunir. Donc on a décidé de fonctionner de manière assez simple, de se fixer des règles sur nos capacités d'accompagnement chaque année, de se dire cette année on accompagne tel nombre de structures, l'année prochaine plus si on en a les moyens. Et effectivement en Belgique aussi, à Liège et à Bruxelles, notamment grâce aux impulsions de Caro et d'autres, il y a d'autres structures qui nous rejoignent et qui commencent à rentrer dans le réseau des communautés low-tech. Et c'est assez chouette parce qu'en plus, petit à petit, au fur et à mesure que chacune de ces structures locales avance, se crée un capital de documentation. Tout est open source évidemment, mais pas que de documentation technique, aussi de documentation organisationnelle sur comment bien lancer sa communauté, quel partenariat on peut faire avec les parties publiques, les parties académiques, les parties privées, et comment ensuite faire grandir tout ça. Et ça, c'est des schémas qui peuvent se partager et se répéter, donc c'est aussi la force du réseau. Et Jean-Philippe, peut-être, au niveau... Et donc tu posais la question de cette question d'autonomie. Moi, c'est un mot qui ne va pas toujours avec une vision, on va dire, systémique. Et donc j'ai toujours du mal à considérer que
un objectif qu'on pourrait poursuivre est effectivement de développer des modes de vie ou de subsistance qui sont autonomes. Moi, je crois que la question du lien est dans le projet qui vient d'être présenté. Je pense qu'il y a la question du lien qui est permanente, le lien aux cultures, le lien au savoir, le lien à l'eau, le lien au dispositif, au cycle de la vie de certains organismes, à la manière dont toutes ces choses-là interagissent. Et en fait, je pense qu'il y a fondamentalement une recompréhension, une réappropriation des liens qui est plus fondamentale que toute forme de quête d'autonomie. Il faut se raccorder aux choses plutôt que de s'en couper. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les conséquences de notre action sur les autres. Et de ce fait-là, le lien nous apprend à accorder de l'importance à l'impact qu'on a sur les autres. Et donc, voilà, cette question de l'autonomie, elle me paraît en fait être une voie de garage. Il faut plutôt multiplier l'intérêt qu'on porte sur les liens qu'on construit avec les choses. On a aussi rencontré pas mal de personnes, des laboratoires, enfin on pourra un peu plus en parler, des initiatives locales. Effectivement, dans cette idée de faire du lien, je voulais juste vous parler 2 minutes d'un projet de Kim Maréchal qui est intéressant parce que justement, son objectif est il a plusieurs projets et c'est de les rassembler les uns les autres. Donc il y a cette ASBL que vous connaissez peut-être qui est la Reine des Lièges, donc qui est pour un accès à la repollinisation du territoire et que les abeilles reviennent. Il a aussi une ASBL qui s'appelle Rêve et qui est là pour les micro-habitats, pour le coup alimentés, avoir des logements qui puissent être peu chers, etc. Un autre projet qui s'appelle Jungle. Et donc la multiplicité des projets en fait permet de créer de la connectivité et de faire des tests en fait dans le monde dans lequel on est, de vivre, que ça fonctionne, économiquement parlant aussi. Et donc du coup de créer toute une connectivité et comme si on pouvait être une forme de laboratoire géant. Il y a aussi cette idée un peu sur le modèle du nomade des mers d'équiper un véhicule tout en low-tech, etc., etc. Mais donc il y a effectivement des initiatives très concrètes, très courtes dans le temps aussi, parce que parfois on a l'impression que les projets sont sur du très long terme. Donc il y a ce projet-là, il y a aussi le projet du ReLab, donc peut-être rapidement en parler pour reconnecter. Oui, donc on a pas mal échangé aussi avec les collègues du ReLab qui sont installés à Liège, qui est ce Fab Lab assez connu des Liégeois qui est installé place Saint-Denis et qui est animé par 2 personnes absolument formidables pour qui la question des low-tech est assez importante. Et alors, dans nos discussions avec eux, et c'est une question que j'aimerais poser à Kevin et à Jean-Philippe, il y avait la question qui se posait de l'intégration. Parce que je pense que on est dans un mouvement où les choses commencent à percoler tout doucement. La question des low-tech percole tout doucement dans les milieux, en tout cas informés, mais pour le passage à l'échelle, si on veut, l'idée que ces low-tech soient intégrées chez le grand public et qu'en tout cas qu'elles percolent et qu'elles soient, entre guillemets, pour le dire vite, socialement acceptables, se pose à mon sens la question du design. Et c'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup évoquée avec Sylvain et Brian qui sont au ReLab. On avait même essayé de monter un projet qu'on n'a pas abandonné, mais qui se fera peut-être d'ici quelques semaines quand on sera déconfiné, d'essayer de redesigner certaines des low-tech pour les rendre socialement acceptables, parce que c'est que certaines sont parfois un peu du bricolage et on sait qu'aujourd'hui, parfois, notamment dans les maisons, en architecture d'intérieur, on aime bien avoir des intérieurs un peu épurés et peut-être que ces low-tech viennent un peu briser cet épure. Et donc, je voulais savoir un peu quel était votre avis sur cette question-là. Pour moi, c'est une vraie question, notamment dans ma discipline à moi, qui est l'architecture. Qui a comme vocation principale de créer des objets, des one-shot, on va dire, puisqu'on ne réplique pas des bâtiments comme on réplique des objets industriels ou même artisanaux designés. Et un des constats que j'ai fait à travers ma pratique à la fois d'architecte et d'enseignant, c'est que finalement les images qu'on construisait, les projets qu'on proposait à nos clients ou que même les étudiants conçoivent sont finalement des conceptions qui font beaucoup appel à une esthétique visuelle et dans lequel la question du matériau, d'où il vient, comment est-ce qu'il est produit, qu'est-ce qui lui arrive quand il s'use, qu'est-ce qui lui arrive quand son usage est terminé, ou en tout cas qu'on considère qu'il a fini le cycle de vie pour lequel on l'a convoqué, eh bien, quelles sont les conséquences finalement de notre vision de ce que c'est faire projet sur cette matière et sur sa trajectoire. Et à travers notamment la question du réemploi des matériaux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et qui a progressivement fait changer à la fois ma pratique professionnelle et mes pratiques d'enseignement.
qui est de se dire comment est-ce qu'on peut rentrer en empathie par rapport aux matériaux pour essayer de travailler sur une esthétique de la matière qui intègre une forme de pensée circulaire, une forme de responsabilité vis-à-vis de cet objet qui est devenu important. Et de ce fait-là, par exemple, faire réémerger la notion de fixation apparente, donc rendre visible une vis, un assemblage technique physique entre deux objets, eh bien peut-être que c'est un des vrais défis esthétiques des disciplines qui s'occupent de fabriquer effectivement, de concevoir des objets du quotidien. Et donc cette question de à la fois la possibilité de laisser la matière avoir plusieurs cycles, mais aussi peut-être laisser la possibilité aux personnes de réparer. Et je trouve que dans le paradigme de low-tech, il y a quelque chose de fondamental qui est cette question de réappropriation des techniques. Il ne s'agit pas de choisir la technique qu'on va pouvoir acheter ou vendre comme des consommateurs, il s'agit de la technique qu'on va pouvoir éventuellement, sur laquelle on va pouvoir intervenir, avec lequel on va pouvoir créer un dialogue qui va faire que finalement elle devient nôtre par l'action qu'on peut mener sur elle-même. Et je pense que c'est assez important de aussi réfléchir à la manière dont les disciplines du design, de l'architecture, de la création, etc., finalement négocient avec ce que c'est concevoir, renégocient presque fondamentalement ce que c'est concevoir, en ce compris la possibilité, et alors il y a dans le design des directions qui sont prises à travers le design ouvert et des choses comme ça, qui finalement laisse dans les mains de celui qui va manipuler l'objet de design la possibilité de le transformer, de l'upgrader, de le faire sien, mais du coup d'avoir une relation à cet objet technique qui est amplifié par ce champ de possibilités, on va dire. Alors apparemment, on a de nouveau la connexion possible avec le bateau. Et par ailleurs, tout ce qui vient d'être dit, je trouve, a du sens aussi, parce que esthétiquement, le bateau est aussi intéressant. Il est vert. Enfin, Corentin nous disait, en préparant l'entretien, qu'il y avait comme une espèce de petite ferme qui se mettait en route et une organicité. Il y a aussi une notion finalement d'épuration. N'est physiquement là que ce qui est nécessaire et utile au bon fonctionnement. Donc peut-être que vous pourrez rebondir sur toutes ces questions de à la fois esthétique, appropriation, conception circulaire, etc. Est-ce que si on vous entend, vous pouvez réagir là-dessus? Vous nous entendez là? Oui, parfaitement. Ah, super. Bonsoir Liège. Eh bien oui, c'est vrai que quand on a repensé le bateau, on a commencé à l'épurer un maximum. Donc il y a vraiment ce concept de minimalisme qui s'est bien ancré, et puis aussi tout ce système d'épuration où on va vraiment utiliser des objets complètement utiles en fait et fonctionnels. Et puis il y a eu la question de l'esthétique. Donc là en fait on a essayé d'utiliser des matériaux aussi qui sont durables pour rester dans la cohérence des systèmes low-tech. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Et ouais, c'est vrai que à l'origine, donc on est parti, on a commencé nos recherches sur les low-tech en 2013, et on est vraiment parti sur tout ce qui se faisait dans le monde des makers ou des ONG, etc. Et c'est que quelques années plus tard qu'on a compris que si on voulait vraiment que ça passe à grande échelle, il y avait aussi la question de la désirabilité des low-tech qui était importante, de rendre ces low-tech beaucoup plus sympa d'un point de vue esthétique, d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue usage en fait. Et c'est là qu'on a commencé à essayer de se rapprocher de designers et de voir comment est-ce que on pouvait, par exemple pour la culture de spiruline, la culture où Kevin parlait de toilettes sèches. On a des vrais challenges en fait en termes de design pour qu'on passe d'une échelle bricoleur et très locale à une échelle plus globale. Ça prend un peu le contre-pied de ce que je disais tout à l'heure, où je disais que finalement la low-tech devait essayer de se fondre dans le moule de l'esthétique contemporaine, et finalement Jean-Philippe dit le contraire, que c'est plutôt l'esthétique contemporaine qui doit essayer de s'imprégner de la question des low-tech, de la réparabilité, etc. Donc finalement c'est une manière de penser. Je trouve qu'elle sera peut-être plus efficace en effet. Mais je voulais poser aussi une question à Kevin, parce que quand on parle d'esthétique et en tout cas d'intégration, il y a aussi la question de la création artistique.
et de voir comment finalement cette relation entre l'esthétique, la créativité, l'art avait pu se mettre en place dans le projet Oniri 2070 Organic Orchestra, qui est, je le rappelle, donc ce projet développé par la compagnie autour de la question du low-tech, qui est un spectacle itinérant, autonome en énergie, et qui raconte aussi une utopie sur le futur de notre monde en 2070. Oui, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, Jonathan, le spectacle devait se tenir à Liège cette semaine. Ça aurait été un plaisir d'être parmi vous pour ça. Mais je peux quand même en dire quelques mots, notamment sur la partie de création. Donc l'idée de base, je pense, du concept global du spectacle vient en grande partie d'Ezra, le directeur artistique de la compagnie, comme tu en as dit quelques mots avant. Et c'était avant tout basé sur une prise de conscience des modèles de tournée actuels, des modèles de représentation dans des grandes salles avec beaucoup de monde qui consomment énormément d'énergie, en plus de l'énergie grise liée au transport, etc., nécessaire. Mais Ezra n'avait pas spécialement envie de changer ce qu'il faisait comme pratique artistique. Il voulait continuer d'utiliser son ordinateur, son micro, ses contrôleurs, pour continuer à faire du beatbox et de la manipulation sonore. Et pour cela, on a adopté, on va dire, la philosophie low-tech sous un autre angle que les objets en tant que tels, mais sous l'angle de l'organisation du spectacle. Et avant également de choisir de tendre vers l'autonomie, on a surtout réfléchi à comment être sobre et donc recentrer au maximum les besoins techniques sur le cœur de la pratique des trois artistes, donc Ezra, Alex et Juliette. Donc il y a du beatbox, de la vidéo et du chant et des témoignages que Juliette a enregistrés. Et par rapport à ça, le premier élément, je pense, qui nous a conduit vers ça, c'est de choisir de faire un spectacle pour peu de spectateurs, entre 100 et 200. Et en partant de cette sobriété de diffusion, on va dire, on se rend compte qu'on a la possibilité de créer des modèles de tournée différents en faisant plusieurs dates sur un territoire. Et donc, si on est sur un territoire, on peut les relier en vélo avec des remorques. Et également, si on joue que pour 100, 200 personnes, on n'a pas besoin de système sonore et de lumière gigantesque. Et donc, on en arrive au défi énergétique du spectacle, qui est de réussir à jouer 1 heure de spectacle avec de la vidéo, du son et de la musique pour moins d'1 kWh électrique, ce qui est très peu. C'est l'équivalent d'une bouilloire qui tournerait pendant 1 heure, ou d'un four, c'est un peu plus représentatif. Et tout ça, on se rend compte, une fois qu'on a atteint la sobriété de ce côté-là, l'autonomie, elle est plus très loin, parce que produire 1 kWh avec quelques panneaux solaires, c'est vraiment pas compliqué. Et il se trouve qu'on avait des remorques, donc on peut mettre des panneaux solaires sur les remorques pour produire ce kilowattheure et utiliser ensuite les batteries de nos vélos électriques pour stocker cette énergie et la restituer le soir pour jouer le spectacle. Bon, ça a l'air simple quand je présente ça comme ça. Il y a évidemment beaucoup de travail. Ça faisait plus de 2 ans qu'on préparait le projet. Et il est aussi très bien tombé, si l'on peut dire, sur sa partie diffusion, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire 24 dates cette saison. Et on sait que ça a vraiment été compliqué pour beaucoup d'acteurs du monde culturel et pour le spectacle vivant en particulier. Donc, avec cette forme-là, on se retrouvait à pouvoir jouer dehors pour peu de monde, avec très peu de besoins logistiques. Et donc, on a pu jouer tout l'été, même septembre, et encore une partie du mois d'octobre, dans de très bonnes conditions. Ouais, merci Kevin. Je voulais juste revenir un peu sur le chat, puisqu'on a pu se reconnecter avec le bateau. C'était pas pour casser la discussion, parce qu'on est effectivement dans cette notion encore d'accessibilité, que le grand public puisse aussi simplement comprendre ces nouvelles notions, enfin nouvelles anciennes. Alors il y avait la notion, une des questions de Charlotte notamment sur la notion de est-ce qu'il faut idéalement que ce soit beau et quelles sont les données essentielles. Bon, Caroline l'a dit, ils ont d'abord fonctionné sur l'épure et la fonctionnalité. Après, peut-être que c'est intéressant de vous entendre parler quand même sur l'organicité de ce bateau, parce qu'on a compris votre mission, on a compris votre fonctionnement, mais il y a quand même une vie au quotidien qui est assez essentielle. Donc est-ce que vous pourriez réagir, il y a notamment toutes ces plantes qui vous entourent, etc. Est-ce que vous pourriez réagir là-dessus, par exemple? Oui, c'est vrai que avant de parler esthétique,
Je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre tous les systèmes, en fait, toutes les technologies. Et pour ce faire, ben, il va falloir faire des tests, des essais-erreurs. Et ensuite, on va pouvoir se rendre compte que les technologies, elles peuvent se combiner entre elles. Et donc, ça va créer des écosystèmes. Et donc, du coup, ça va nous permettre ensuite de regarder, d'inventer la forme, en fait. Du coup, ça va nous forcer à repenser l'esthétique sur la globalité de l'écosystème plutôt que sur chaque low-tech. Et du coup, quand on a compris ça, ben, on se rend compte qu'on doit faire des recherches avec d'autres disciplines. Donc là, par exemple, pour le matériau de champignon, ben, je dis, c'est la première fois en Belgique, à l'université bruxelloise, qu'on va lier le domaine de l'architecture avec le domaine de la biologie. Et donc, voilà, c'est comme ça que pour l'innovation, on va pouvoir inventer des nouvelles choses et des technologies sobres et utiles. Est-ce que peut-être qu'un point commun de tout ça ne serait pas une forme d'hybridation et de poser le regard à un autre endroit et de se dire que tout d'un coup, il suffit de réfléchir autrement et en décloisonnant beaucoup, en rencontrant d'autres pratiques, et que c'est peut-être pas... En plus, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements qui se font en ce moment. Il y avait, par exemple, un article du Monde encore aujourd'hui sur des étudiants en ingénieurs qui sont très ancrés dans les convictions écolo. Il y a des collectifs qui se rassemblent de pensée aussi. C'est comment faire en sorte que toutes ces initiatives et tout ce foisonnement-là, qui soit artistique avec les démarches dont vient de nous parler Kevin, vous sur le bateau, comment est-ce cette fameuse grande porosité et grande hybridation, est-ce que c'est pas ça le point de départ, c'est de changer de regard? Vous pouvez tous répondre. C'est vrai que nous, on se rend compte vraiment là depuis le début du Tour du Monde à quel point c'est bénéfique de voir des gens de profils très différents et dans des contextes très différents. On a été dans des pays riches, des pays pauvres, dans des villes, dans des campagnes. On a vu des gens qui traitent de l'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture, au recyclage, etc. Et on a vraiment le sentiment que c'est en mixant tous ces gens-là qu'on arrivera à des bonnes solutions. Et c'est ça aussi qui est passionnant. C'est de discuter avec un spécialiste d'un domaine, et puis ensuite d'un autre, etc. Et puis quelquefois, on voit qu'il y a des connexions intelligentes à faire. Et on a l'impression qu'on peut tout repenser dans nos modes de vie après cette expérience. Oui, je pense que cette question de l'hybridation, elle est intéressante parce qu'elle met en connexion des disciplines, des compétences pour essayer de trouver des nouvelles réponses qui sont conjointes. Mais je pense aussi elle invite à se poser la question à l'intérieur même des disciplines. Quand j'entends cette expérience d'essayer d'être autonome dans un spectacle, et donc du coup de se reposer la question de l'échelle, de se reposer la question des modes de déplacement, de se reposer la question presque du type de rapport au public que ça construit ou que ça reconstruit. Et donc là on revient quand même sur autonomie, mais il y a aussi du lien derrière. Finalement on repense réellement la manière d'agir. Et pour moi c'est assez fondamental de penser non seulement effectivement à sortir de sa boîte, mais pour aller rencontrer l'autre, mais aussi à repenser sa propre boîte. Comment est-ce que les pratiques que moi je mène, quels impacts elles sont, et comment est-ce que en les re-questionnant complètement et en allant effectivement me mettre en contact avec d'autres, je peux finalement opérer un regard neuf sur ce qu'est ma discipline, ce que sont mes compétences. Et je trouve que cette ouverture à l'autre est assez riche. Et on revient sur le mot de la joie. Je pense que c'est quand même assez fondamental. Moi, quand j'entendais la joie exprimée par les jeunes du bateau par rapport à des larves, je me dis waouh. Tout d'un coup, ils sont devenus amoureux de ces larves. Je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a moyen d'avoir un sentiment, de réellement d'avoir un contact émotionnel avec quelque chose qui, a priori, si on reprend sur les schémas occidentaux consuméristes, c'est quelque chose qui est plutôt dégoûtant. Et donc, à un moment donné, c'est comment est-ce que ces questions-là, en fait, on fabrique des attachements à des choses, mais on les fabrique pas seulement parce que esthétiquement ils nous parlent. Ça, en fait, on re-questionne notre rapport aux choses en redéveloppant des attachements qui font qu'ils nous deviennent esthétiquement ou émotionnellement, voilà, ils font partie de notre famille. Et il y a un lien aussi
assez direct avec l'aspect artistique là derrière, enfin, notamment au sein de la compagnie Organic Orchestra, parce que c'est vraiment dans l'ADN de la compagnie que de rassembler des gens de différents domaines et de faire des pas de côté par rapport aussi à son propre domaine. Moi, je suis ingénieur et c'est la première fois que je travaillais avec des artistes et tous les artistes sont différents. Et même au sein de ces artistes, en fait, il se trouve que Juliette, elle est documentariste, que Alex, avant d'être vidéaste, il avait fait de l'électronique et de la radio. Enfin, il y a vraiment plein de mondes très différents qui se rapprochent. Et là, on se retrouvait tous à construire nos propres remorques à vélo, alors qu'aucun de nous n'avait jamais fait ça avant. Et même si c'est des objets sur lesquels on a lutté, on a galéré pendant de nombreux temps, on a développé un attachement très particulier pour ces petites boîtes qui nous servent à transporter le matériel et à jouer ensuite. Et en fait, c'est également ça que la fierté qu'on peut développer par rapport à nos propres créations et aux objets qu'on va utiliser, qu'ils soient vivants ou inertes. Et finalement, c'est presque les récits qu'on associe aux objets qui construisent notre attachement. C'est-à-dire l'esthétique, elle passe par aussi l'histoire que l'objet transporte avec lui, qu'on y ait participé ou qu'on n'ait pas participé. Moi, je trouve c'est... Oui, totalement. Et puis il y a la notion, vous le disiez, sur la question de l'émotion, c'est l'idée qu'il y a du contact avec les gens, dans l'échange avec les gens. Effectivement, l'expérience du bateau me semble assez essentielle, c'est partir à la rencontre de l'autre. Et puis la question de la frontière, effectivement, sur cette problématique, elle est essentielle. Celle d'Oniri aussi, la question de la frontière et du contact avec l'autre est assez essentielle, c'est-à-dire voyager sur un territoire. Et je pense que c'est aussi se reconnecter au territoire de manière générale, aux matériaux et aux fers, c'est-à-dire se reconnecter avec les objets et les fabriquer et à la compréhension de leur fonctionnalité et de leur fonction. Réfléchir la forme sur la fonction. Il y a une question dans le chat, il y a une remarque très très pertinente sur le design émotionnel. Donc on était au début peut-être dans notre manière de penser plus traditionnelle, d'essayer de faire rentrer des ronds et des carrés. Et tout d'un coup, c'est effectivement s'approprier les choses par l'émotion. J'ai l'impression que c'est une bonne piste commune. Donc merci Charlotte pour ces réflexions. Et se pose quand même la question du low-tech urbain, qui revient régulièrement dans le chat et qui est aussi effectivement une manière de peut-être pas isoler non plus toutes ces démarches. Et peut-être que c'est une fameuse notion de décloisonnement et que ça s'adresse encore une fois à tous, donc largement. Qu'est-ce que ce serait un low-tech urbain sur nos modèles, en tout cas, de villes européennes et pas sur un bateau, pour le coup? Est-ce qu'on pourrait avoir cette utopie-là collective de fantasmer Liège en low-tech urbain? Et comment... je crois que l'émergence de lieux comme les Repair Café, les Fab Labs, les Relab, les Hackerspace, etc. sont autant de micro-exemples d'urbains qui se réapproprient la question des objets, de leur fabrication, de leur maintenance, de leur réparation. Alors ça paraît des phénomènes qui à l'heure actuelle sont encore restreints. Il n'empêche que les choses évoluent quand même. On en parle de plus en plus. On voit apparaître des nouveaux lieux, etc. Et voilà. Alors le confinement a aussi amené des effets rebonds un peu, des effets de rétroaction un peu étranges, qui effectivement qu'on s'est retrouvé avec une remultiplication d'activités de bricolage à domicile ou de réappropriation de certaines pratiques qui font que peut-être on ne les avait plus parce qu'on n'avait plus le temps de les investir. Mais pour moi, il y a quelque chose qui en tout cas, est une trace de ça. Comment l'amplifier? Je n'ai pas vraiment de piste réelle. Mais je pense aussi, moi qui suis dans les pratiques enseignantes et qui essaye de voir comment est-ce que effectivement on peut intégrer cette question de se réapproprier la technique par le faire et typiquement en architecture il y a une chose qui est un peu et c'est la même chose pour le design industriel, c'est que c'est des disciplines qui a priori elles font faire, c'est-à-dire qu'on conçoit quelque chose que quelqu'un d'autre va faire et cette espèce de crime fondateur, on va dire, qui font que le contact avec la technicité de l'objet est relativement mise à distance dans l'activité de conception en elle-même.
Et notamment, moi, dans mes pratiques d'enseignement, j'essaye de développer le faire soi-même, c'est-à-dire en faisant, apprendre comment les choses se fabriquent et apprendre à rentrer en empathie avec les objets qu'on fabrique, et de ce fait-là, augmenter la conscience qu'on a que ces objets ont une raison d'être technique qu'il faut non seulement maîtriser, mais qu'il faut peut-être transmettre. Et alors c'est long de travailler sur l'éducation, mais je pense qu'il y a aussi là un gros travail à faire pour accélérer, on va dire, ce mouvement. Alors il y a aussi la question, mais peut-être Kevin veut réagir sur la notion d'urbanisation avant de passer à la question suivante. Ouais, il se trouve que au Low-Tech Lab et particulièrement au sein des communautés locales, c'est un sujet qui est très présent, principalement parce que les communautés se développent d'abord dans des grandes villes et que comparé aux précédentes explorations, expéditions et travaux du Low-Tech Lab, notamment l'habitat pilote qu'a mentionné Corentin dans la vidéo, on retrouve c'est pas évident de transposer une tiny house posée au milieu d'un champ à Concarneau à un building au milieu de Grenoble, par exemple. Et donc, on lance différents projets, et pas que techniques, aussi sociologiques, notamment pour recenser des besoins des habitants, essayer d'y associer des pratiques ou des systèmes techniques low-tech, et ce, dans le contexte urbain. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, mais on est aussi conscient que il va nécessiter quelques années avant de maturer et d'avoir des éléments concrets à partager. Mais en tout cas, le besoin est clairement là, et on est sur le coup. Alors, on a une question dans le chat qui m'apparaît être intéressante, que je voudrais poser à Corentin et Caroline aussi, mais à vous tous, mais surtout à Corentin et Caroline, sur la question du temps. On nous demande si les low-tech ne sont pas trop chronophages pour attirer le grand public, entre guillemets, ou en tout cas, est-ce que la difficulté de faire soi-même n'est pas un frein, en tout cas, il y a une barrière. Je sais que vous avez fait beaucoup de travail avec le site lowtechlac.org, sur lequel on retrouve des fiches, le wiki, pour vraiment explorer le domaine des low-tech, trouver des solutions pour faire soi-même. Mais est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a une barrière et comment on peut la dépasser, cette barrière à la fois du temps et de la capacité aussi peut-être à faire les choses? C'est une bonne question parce qu'effectivement, nous sur le bateau, tout l'écosystème qu'on a, surtout les trucs vivants, nous demandent pas mal de temps tous les jours et on ne pourrait pas avoir un travail classique, partir à 8-9 heures le matin, revenir à 19 heures le soir. Je ne sais pas combien de temps vous travaillez à Liège, mais on ne pourrait pas gérer toutes ces low-tech en même temps qu'une vie classique. Il y a des low-tech qui prennent plus de temps que d'autres. Et alors nous, on essaye tout à échelle vraiment petite. Par exemple, on voyait dans la vidéo la culture de spiruline, ça prend pas mal de temps tous les matins, ou l'élevage de grillons, la gestion des plantes, la gestion des larves, la gestion de tout ce qui pousse et qui grandit à bord. Nous, on les essaye tous à petite échelle pour pouvoir bien les documenter et bien les diffuser. Mais on imagine plutôt s'adresser à des entrepreneurs qui vont le faire à échelle locale, mais quand même pas que chacun va le faire pour lui-même. Et ça règle un peu la question du temps. Après, il y a des low-tech qui sont forcément individuels. Par exemple, ce garde-manger low-tech, et lui, il prend pas plus de temps qu'avoir un frigo. C'est l'idée de conserver ses fruits et légumes qui se conservent mieux à l'extérieur du frigo dans certaines conditions. Dans certaines conditions, ne pas les mettre dans le frigo, du coup, sur le bateau, on n'a même pas besoin de frigo. Et ça, c'est le genre de trucs qui prennent pas plus de temps que la technologie. Et qu'on peut utiliser en appartement. Et qu'on peut utiliser en appartement, ouais. Mais reste qu'on voit bien qu'il y a certaines low-tech qui demandent encore un petit peu de design, de développement, d'optimisation, pour être plus ergonomique et pour gagner un petit peu de temps aussi. Oui, le frigo, on en discutait l'autre jour, c'est aussi se reconnecter au rythme de vie
des choses et des objets que l'on met dans ce frigo, c'est de connaître leur cycle de vie et de connaître comment ils fonctionnent. C'est aussi de se poser la question de notre rapport à ce que l'on mange aussi, et ça me paraît extrêmement important. En fait. Alors, il y a une question, et on allait venir après avec tous les liens. Évidemment, tout ce qui est mentionné est retrouvable. Donc, on demandait, y a-t-il un site pour la Maison de France mentionnée dans la vidéo par Corentin? Il y a évidemment tous les tutos que vous mettez en place qui sont absolument fascinants. On a envie de tout appliquer, tout essayer. Donc, bien sûr, on y viendra en clôture sur tous ces outils, parce que là, l'idée, comme l'a dit Jonathan d'introduction, c'est de semer des graines, donner envie aux gens de s'emparer de tout ça. Et je voulais juste rebondir aussi sur la notion de faut-il attendre un changement de société? Ben justement, non. Moi, j'aurais envie de répondre ça, mais attendons la réponse de tout le monde. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Si on attend l'œuf, la poule, ça n'ira jamais. Et qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'avec les 3/4 d'heure d'échange qu'on vient déjà d'avoir, il y a beaucoup de possibles et beaucoup d'appropriation personnelle sans forcément attendre que l'ingénieur dans son coin établisse son projet, que l'artiste s'en empare. Enfin, j'ai l'impression que c'est la base de tout mouvement, c'est qu'il est collectif et que toute personne est concernée. Donc peut-être une réaction sur le côté comment agir très concrètement sans attendre et à une échelle tout à fait faisable. Vaste question. Moi, je dirais que la première chose, c'est d'oser sortir de chez soi et aller à la rencontre de ceux qui pratiquent déjà. Je pense que cette question de sortir peut-être d'une routine quotidienne et avoir l'audace d'aller participer à un atelier de fabrication, etc. Et se rendre compte qu'on a peut-être perdu une journée, mais qu'on a vécu aussi le temps autrement. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des phénomènes d'emprisonnement qu'on peut vivre qui font que nos logiques de raisonnement, que ce soit sur le plan quotidien ou sur le plan professionnel, qui parfois nous empêchent de partir à l'exploration de certaines alternatives. Mais ces explorations, je pense que les échanges de ce soir montrent qu'il y a tellement de gens que ça motive, que ça mobilise, qu'il ne me semble pas trop difficile de trouver un point d'appui, un point d'accroche pour se laisser emporter un petit peu hors de sa sphère. Mais pour moi, c'est important de considérer que les deux sphères sont complémentaires. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de trajectoire nécessairement exploratoire uniquement à l'intérieur même des disciplines, c'est-à-dire si on est entrepreneur, si on est designer, si on est artiste, et donc d'essayer de re-questionner qu'est-ce que c'est mon métier si je prends acte d'un certain nombre de choses. Mais je pense que c'est complètement complémentaire de repenser son quotidien, en ce compris son rapport au temps. Et donc la question du rapport au travail, pour moi, est assez fondamentale. Et il y a là un rééquilibrage des choses qui, et je reviens sur quelque chose qui a été dit dans le reportage, qui est la question de la perte de sens. En fait, si on se pose réellement la question de comment est-ce que je peux redonner sens à ce sur quoi j'agis, je pense en travaillant sur ce moteur-là, on peut être amené de manière assez évidente à progressivement s'impliquer, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est d'abord se mettre en lien avec les autres. Ouais. Vas-y, Caroline. Ah, merci. Et pour rebondir, en fait, il n'y a rien de plus marrant de travailler en groupe. Et c'est ce qui s'est passé donc, au Lotech Belgium. Donc, en fait, il y a un groupe de travail qui s'est formé. Et ils ont converti un poêle à bois en poêle de masse du côté d'Ottigny. Et en fait, ça a créé des liens. C'était des gens de divers métiers. Et donc, en fait, ils ont appris ensemble et c'était une super ambiance. Et là, ils sont en train d'étudier une autre low-tech. Donc, ils aimeraient bien construire une machine à laver à pédales. Donc, voilà, c'est une synergie qui est en train de se créer. Et en fait, c'est un groupe qui s'est auto-créé. Donc, voilà un exemple de comment est-ce qu'on pourrait apprendre la low-tech. Oui. Et il y a, par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire et attendre des changements de société ou pas, je me souviens d'une phrase de Corentin, ici présent, qui m'avait beaucoup marqué lors de son passage à Grenoble il y a un peu plus de 2 ans quand on a lancé l'association ici. Et c'est un credo que je me suis appliqué depuis et que je trouve qu'il fonctionne très bien. C'est que
choisir de ne pas dépenser l'argent qu'on gagne, mais plutôt gagner l'argent qu'on dépense. C'est une première base sur laquelle construire son modèle personnel de vie professionnelle, notamment, et personnelle. Et on se rend compte que si on garde vraiment ça en tête, notamment la question du temps, elle est plus forcément compliquée parce que on peut se libérer beaucoup de temps pour faire des expérimentations autour des low-tech, rencontrer des gens, extrêmement important. Je pense que si on calcule le temps cumulé qu'a passé Corentin en France depuis 2013, il n'est pas très très élevé. Donc on peut dire que rencontrer des gens et sortir de chez soi, c'est une recette qui marche. Et là derrière, vivre de manière plus sobre, pas forcément vivre low-tech, mais déjà vivre de manière plus sobre, c'est quelque chose qui peut nous accompagner dans cette transition à avoir besoin de moins d'argent, donc besoin de moins forcément travailler ou travailler différemment. Et à mon avis, c'est un des gros aspects qu'on peut tout de suite s'appliquer à soi-même sans forcément attendre un quelconque changement de société et qui ouvre beaucoup de portes. Je vais peut-être vous demander à chacun de faire un mot de clôture, mais pas dans le sens qui clôture les choses justement, mais dans le sens de continuer à germer les graines. Et Jonathan et moi, après, on vous parlera de la suite du programme, et puis peut-être aussi de comment continuer à se nourrir avec soit des lectures, soit des liens, etc. Voilà. Simplement, moi, je partagerais, c'est un penseur qui a plutôt influencé la génération des années 70, et qui est Ivan Illich, qui est auteur d'un petit ouvrage qui s'appelle La convivialité, qui pour moi est un ouvrage qui est central si on veut comprendre ce qui peut ce que veut dire faire société en lien avec la question du rapport à la technique. Et je trouve que c'est un ouvrage assez facile et assez accessible, et qui permet de reposer la question de notre rapport à la technique, et que comment ce qu'il appelle lui une technique conviviale finalement est une technique qui est au service de l'homme, plutôt que d'accepter le fait que nous soyons devenus progressivement presque au service de la technique. Et voilà, pour ramener un peu de penseurs dans nos discussions, et ne pas oublier effectivement de conceptualiser ce qu'on fait, et de comprendre finalement les grands paradigmes de société qui sont présents derrière ces expériences qu'on partage. Je vais clôturer tout de suite, comme ça le bateau pourra terminer. Très bonne idée, Jean-Philippe, que de recommander Ivan Illich. C'est une bonne idée aussi de recommander des livres en clôture. Pour faire suite au dernier point que j'ai fait sur la manière d'envisager sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que ses engagements, moi je recommande un très petit livre de Corinne Morel-Darleux qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Je vous souhaite pas ça sur le bateau, mais c'est un très beau livre qui raconte au travers de ses expériences personnelles les différents choix qu'elle a fait dans sa vie, et notamment sa vie professionnelle, et comment elle a pu retrouver un engagement au travers de l'écriture pour son cas. Et en plus de ça, sur la partie plus formelle, bien continuer à soutenir le spectacle et le spectacle vivant, qui sont deux vecteurs, qui est un vecteur fabuleux pour ne serait-ce que les imaginaires, mais c'est déjà beaucoup, mais en plus on se rend compte qu'on arrive à faire de la pédagogie autour de l'énergie, enfin toutes ces choses-là qui sont des vecteurs magnifiques. Et enfin, si vous souhaitez vous engager de manière plus volontaire, on va dire, eh bien, comme l'a dit Corentin, je le répète, mais le programme Communauté, Explorer et les ressources du Low-Tech Lab sont là pour vous, et tout est sur le site internet. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est je suis plutôt une partisane du faire, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est perdez-vous sur la plateforme des tutos Low-Tech, parce que c'est ultra riche en informations, et surtout les étudiants en design, n'hésitez pas à les fouiller et trouver des idées et pouvoir les optimiser et en faire des technologies esthétiques. En fait, moi, je voulais dire un petit peu la même chose. C'est qu'il faut résister à faire, à essayer, à tester, en fait. On a une période où on a besoin de repenser nos modes de vie.
Et pour moi, la seule option, c'est d'essayer de plein de choses et de partager ce qu'on essaye pour ensuite inspirer d'autres et qu'on trouve comme ça les modes de vie de demain. Et pour moi, ça passera pas par une autre manière que d'expérimenter. Il y a le mouvement Zero Waste, par exemple, qui a commencé il y a quelques années, qui est clairement parti comme ça. C'est des gens qui ont expérimenté des modes de vie qui génèrent moins de déchets et qui ont partagé ça. Et ça a séduit d'autres qui ont essayé à leur tour, qui ont ensuite séduit d'autres qui ont essayé à leur tour, etc. Et on espère que pour les low-tech, ça peut faire la même chose, que les gens essayent, expérimentent, testent des modes de vie différents, mais fassent en fait, qu'on soit pas juste dans la théorie, mais qu'on pratique et qu'on partage nos expériences. Et donc oui, il faut traîner sur la plateforme du Low-Tech Lab, voir ce qui vous passionne le plus et tester. Je retiens ce mot, l'expérimentation. Ça me semble absolument essentiel. C'est à la fois une méthodologie artistique et scientifique, c'est expérimenter. Et je pense que autant dans le domaine de la question de la transition que dans le domaine des arts de la scène aussi aujourd'hui, où on est nécessairement face à une transition, la question de l'expérimentation sur les formats, sur la manière dont on va raconter des histoires, et aujourd'hui dans des salles qui ne peuvent plus accueillir le public, cette notion d'expérimentation me semble devoir être centrale, c'est-à-dire que les artistes puissent toujours continuer à inventer, à créer et à innover dans ce monde un peu compliqué dans lequel on vit aujourd'hui. Donc c'est vrai que finalement, cette question de l'expérimentation, elle résonne à la fois dans ce dont on vient de parler, effectivement, et dans le secteur qui nous concerne aussi. Et c'est pour ça que finalement, cette méthodologie fondamentale de l'expérimentation nous semblait importante à mettre en avant aujourd'hui. Donc continuons à expérimenter le plus possible et le plus souvent possible. Merci beaucoup, je crois que c'est un très très joli mot de la fin. Moi, et pour compléter encore, l'idée c'est de donner de la nourriture, que ce soit en littérature. Je voyais dans le commentaire L'âge des low-tech de Philippe Billoux, qui est effectivement comme une espèce de manifeste de base. Il y a aussi le manifeste sur le site Low-Tech Lab. Moi j'avais aussi le bonheur était pour demain, qui était le dernier ouvrage de cet ingénieur donc français, qui est aussi très très intéressant parce qu'il réouvre encore des perspectives. On en a des centaines d'autres, je vous en avais sélectionné 3 là, mais voilà. Aussi l'écologie du 21e siècle. Alors pourquoi cet ouvrage précisément? Parce qu'encore une fois il est collectif. Donc c'est un nouveau document qui s'appelle Reporter avec le mot terre, donc il y a un petit jeu de mots, et qui rassemble à chaque fois des points de vue différents. Et ça c'est vraiment vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est Hervé Kempf, qui était un ancien journaliste du Monde, qui a fondé cette manière de penser encore une fois en décloisonnant. Et le plus classique, Rob Hopkins, qui vient de faire son dernier ouvrage Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons, et qui me semble une très 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 bonne manière d'ouvrir, de s'approprier encore une fois les choses. Et soyez curieux de ce qui se passe aussi autour de vous, que ce soit des initiatives de l'ordre d'un jardin collectif qui se met en place, comme l'a dit Caroline, d'une collectivité qui va essayer de faire fonctionner quelque chose ensemble, de vraiment faire en sorte d'être curieux ensemble et de ne pas forcément rester sur ses acquis. Donc vraiment, merci pour la qualité de ces échanges malgré tous les problèmes techniques que nous avons eus, comme quoi nous avons pu dépasser tout ça. Et peut-être Jonathan va conclure par rapidement la suite du programme Impact, qui est donc 100% virtuel. Donc oui, vraiment, je voulais remercier encore nos amis qui sont intervenus ce soir. Continuons à voir et essayons de nous donner la perspective de nous voir dans le monde réel très prochainement pour continuer à faire. Et puis pour les jours à venir, effectivement, on a lancé ce festival ce soir. On se donne encore rendez-vous demain à 19h pour une autre table ronde sur le rapport entre cinéma, magie et théâtre. Ce sera un peu différent et en même temps, on va parler de bricolage, on va parler de faire aussi, d'invention et de créativité, de Méliès à la magie nouvelle, donc avec Martial Zifonzobo, Thierry Collet et Frédéric Tabet. Donc demain à 19h sur le site et sur YouTube. Et puis, dans la foulée, la diffusion la très belle captation du spectacle de Martial Di Fonzebo, M comme Méliès, sur notre site également. Et toute la semaine, jusqu'au 28 novembre, des expériences en ligne, des films, des streamings. Et donc,
pour tous ceux qui sont intéressés par la suite de ce festival, c'est www.theatredeliege.be. Toutes les informations sur le festival se trouvent là-bas. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je remercie encore une fois très très chaleureusement nos intervenants, les gens sur le chat et puis tous les gens qui pourront nous voir par la suite. Merci à tous. On vous fait au revoir.